On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, je vais te le dire parce que toi, tu es un noble professeur, t'es un historien, t'as une prestance, t'as une réserve aussi quand tu parles des États-Unis. Fait que je vais le dire à ta place. Hier, là, c'était tellement minable ce que j'ai vu à la convention des républicains, là, la grande parade des des gens qui ont dit que Donald Trump, c'est un ci, c'est un ça, c'est le pire gars, faut jamais le rejoindre. Nikki Haley qui a déjà dit, il y a genre 5 mois, je ne vais pas embrasser l'anneau, I will not kiss the ring comme les autres qui font ça. C'est dégueulasse. Ben là, quand on leur promet pouvoir, gloire, applaudissements, là, tout d'un coup, hey, c'est pas vrai tout ce qu'on a dit. Quel bon ami qu'est M. Trump. Je trouve ça minable. Écoute, et on sait que sa grenouille est encore dans le dos de Joe Biden, et il semble que Joe Biden va être le candidat. On s'apprête à procéder, à officialiser sa candidature bientôt. Ça va être la même parade chez les démocrates. Peut-être que ce sera moins spectaculaire parce qu'on a été moins dur à l'endroit de Biden qu'on a pu être dur à l'endroit de Donald Trump. Mais la politique américaine, à ce niveau-là, quand on vise la présidence d'un pays aussi important, ça amène comme ça des conversions spectaculaires et parfois, ma foi, un tantinet paradoxal. Miraculeuse, peut-être. Hier, le terme est tout à fait approprié parce que en passage, les ambiances parfois des conventions, on veut présenter des visages unis, on veut se rassembler, on veut montrer aux électeurs qu'il n'y a que 2 avenues, la démocrate et la républicaine, aussi bien venir chez nous et regarder comme on s'aime. Mais hier, ça ressemblait littéralement pour des croyants au déroulement d'une messe. Je faisais le tour hier, comme je le fais toujours, pendant les discours, je suis en ligne, je vais voir les réactions sur différents sites, différentes orientations. Je fais le tour des chaînes aussi câblées traditionnelles. Et c'est revenu à plusieurs reprises, cette idée que hier, on avait l'impression que Donald Trump était le meneur d'un groupe religieux, puis que tous les regards étaient braqués sur lui et qu'on réagissait quand lui réagissait. Mais ça a donné lieu effectivement à des choses, là, n'importe qui a un montage des déclarations des dernières semaines et des derniers mois pourrait déconstruire l'image qu'on a présentée hier. Mais si je suis un républicain, si je suis un stratège républicain, je suis content hier. Nikki Haley, elle n'est pas venue se livrer pieds et poings liés à Donald Trump. Elle a quand même pris la peine de mentionner, c'est pas tout le monde qui est 100% d'accord avec Donald Trump, mais c'est vers lui qu'on va se tourner. Et il n'y a pas de question à me poser, il a mon appui fort. Hein, les stratèges de Donald Trump étaient contents avec ça. C'est important pour les deux camps. Si Nikki Haley veut survivre au plan politique, ben écoute, pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire, il n'y a que 2 véhicules politiques aux États-Unis pour accéder à la présidence, républicains et démocrates. Donc, si elle veut rester chez les républicains, ben elle n'a pas le choix de serrer les rangs. Donc, elle se devait d'être là. D'ailleurs, on lui a réservé quelques huées bien senties. On l'a applaudi à certains moments, mais on l'a hué à d'autres. Donc, sa carrière et sa survie politique, si elle entretient toujours des ambitions pour la présidence, elle se devait d'être là. En même temps, est-ce qu'elle devait faire ce que Ron DeSantis a fait, c'est-à-dire littéralement s'agenouiller, y aller d'une genuflexion et renier tout ce qu'il avait dit auparavant? Elle a quand même pris la peine de s'inscrire en faux. Mais c'est important pour Trump qu'elle soit là et qu'elle le fasse, même si elle le fait de cette manière-là. Ses électeurs, Donald Trump, les électeurs qui ont favorisé Nikki Haley, Trump en a besoin. Il ne peut pas se passer d'eux. Peu importe qu'il ait la cote actuellement, puis que la tentative d'assassinat soit venue ajouter à son image d'homme qui résiste à tout, ça va être serré l'élection. Et il a besoin de ces républicains déçus qui avaient dit pendant les primaires, si Nikki n'est pas là, on va voter pour Biden. Il y en a qui sont allés jusque-là. Donc, on espère que le ralliement contre nature presque de Mme Haley suffisent à convaincre un certain nombre de ses électeurs de revenir au bercail républicain. Oui, absolument, mais ça donne des scènes, comme tu le dis, qui sont un peu surréelles, une ambiance surréelle.
dans place là, pour la convention républicaine, c'est quelque chose. Là. Comme tu le dis, une grande messe là, dans un amphithéâtre comme ça. C'est spécial à regarder. Puis tu le disais aussi, on va devoir faire la même chose du côté des démocrates. Là, on veut confirmer, on veut couronner Joe Biden coûte que coûte quand même. Là. Il y a des démarches qui s'entreprennent. Écoute, on veut le faire par voie électronique plutôt que d'attendre sur le plancher de la Convention. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec ces exercices-là, la première journée de la Convention républicaine, c'était ça. On procède à ce qu'on appelle le roll call. On fait le tour des États où on a tenu les primaires ou les caucus. Et là, chaque délégation dit, ben voici, l'État, je sais pas, nous sommes les fiers représentants de la Pennsylvanie et nous venons accorder tant de votes à Donald Trump. Puis à la fin du roll call, de cette tournée des États, on enregistre le total de délégués. Et il n'y a pas de surprise dans les deux camps. Ils ont cumulé suffisamment de délégués, mais il faut l'officialiser. C'est important pour respecter les règles. Du côté de Joe Biden, donc, on aurait pu attendre au mois d'août pour faire ça. Là, on s'apprête à le faire bientôt de manière électronique. Donc, bien avant la convention démocrate. Et un des arguments pour faire ça, c'est qu'une fois qu'on l'aura investi, M. Biden, c'est pas impossible, mais ça devient drôlement difficile de le tasser. Et là, il faudrait que ça se joue littéralement sur le plancher de la convention avec des délégations qui se rebellent, qui se soulèvent, puis des candidats qui viennent déchirer le parti. Rendu à la fin août, là, on dit souvent le temps est important. Rendu à la fin août, là, on va vraiment se battre entre démocrates à 2 mois de l'élection. Donald Trump en demande pas tant, les stratèges républicains en demandent pas tant. En passant, stratèges républicains et M. Trump, ils sont particulièrement, et c'est pas une chose que j'ai mentionnée souvent depuis que Donald Trump est arrivé sur la scène politique, ils sont particulièrement disciplinés. J'ai bien hâte d'entendre le discours de Donald Trump. Moi, ce soir, c'est J.D. Vance, ça va être important. Mais après-demain, c'est Donald Trump. On l'a dit changer. Hier, on a même présenté un visage plus humain de Donald Trump avec Sarah Huckabee Sanders, entre autres, qui est son ancienne porte-parole à la Maison-Blanche, qui est devenue gouverneur depuis. Donc, est-ce qu'on va avoir un Trump changé pour aller chercher les électeurs qui lui manquent? On verra. Mais toujours est-il, donc, revenons à Joe Biden, petit détour en passant. Joe Biden, donc, il semble qu'il parvienne à surmonter cette fronde, cette crise. Il y a encore des appels à son départ, mais ça se fait pas publiquement. On manœuvre encore en coulisses, derrière les écrans. On confie moins nos états d'âme aux médias. Et Joe Biden, depuis hier, recommence à procéder à des annonces. Et ce sont des annonces en général qui vont plaire à la gauche de son parti pour éviter qu'elle ne lui fasse faux bond. Mais il semble que Joe Biden, et j'avoue que là, les démocrates m'étonnent, puissent survivre à cette crise-là. Et je suis pas certain. Écoute, on n'est pas à l'interne, on n'a pas les chiffres et les moyens dont disposent les stratèges, mais je crois que j'en aurais profité pour aller à la guerre, parce que ça va littéralement être une guerre, même si l'image est dure, forte et brutale. C'est une guerre à laquelle on s'apprête à se livrer pour la présidence au mois de novembre. Ouais, ça s'en vient, puis ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Et pendant ce temps-là, Joe Biden est encore président. Il y a encore des mesures qu'il peut adopter ou tenter de faire adopter. Et une, peut-être, qui concerne la Cour suprême. C'est assez intéressant. Une réforme éventuelle, parce qu'on s'entend, là, quand on regarde la Cour suprême des États-Unis, vue du Canada, il y a plein d'interrogations qu'on a, du monde qui sont là quasiment pour toujours, qui vont voter des mesures, puis qui peuvent voter, qui ont leur livre. Moi, ça me fascine. Il y en a qui peuvent même recevoir des dons. C'est vraiment étrange là, ce qui se passe là, du côté de la Cour suprême des États-Unis. On envisage donc une réforme. Il y a une très, très vieille question qui revient sur le tapis. Quand je dis très vieille question, là, on avait même envisagé ça à l'époque où Franklin Delano Roosevelt était président. C'est pas d'hier, là. On parle des années 30. À l'époque, c'était pour faire passer des mesures des 2 New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Il y avait un bras de fer entre la Cour suprême et M. Roosevelt. Et M. Roosevelt avait laissé planer cette menace d'imposer un âge à la retraite pour les juges. Ce que Joe Biden fait d'une manière un peu différente, c'est de fixer, d'identifier une limite au terme pendant laquelle on va être juge à la Cour suprême. Ensuite, ce que voudrait Joe Biden, et ça, j'avoue que je seconderais sans réserve, parce que c'est une chose qui m'échappe complètement dans ce système-là, c'est des mesures d'éthique très, très sévères. Le code d'éthique est pour le moins particulièrement flou et large à la Cour suprême.
Ça vaut pour les 9 juges, là, ce qu'on dit là. On parle de l'institution et moins des individus qui siègent présentement. Sauf que certains des individus qui siègent présentement ont accepté des cadeaux faramineux. Donc, de gens qui sont clairement identifiés à des camps politiques, à des luttes politiques, à des groupes de pression, à la vue et au su de tout le monde. Qu'un juge aille dans un voyage de luxe, bien arrosé, sur des paquebots, qu'on le déplace en avion, qu'on lui achète un VR de quoi, 250, 300 000 dollars, qu'on achète sa maison ou son ancienne maison pour laisser sa mère y habiter. Je vous dis, écoute, ce sont pas de petites dépenses. Là. On lui a pas offert 2 verres de vin avec un très bon repas dans un grand resto de Washington. On parle au total de donations, littéralement, qui atteignent plus de millions de dollars. Donc, il y a effectivement une brèche dans l'éthique. Alors, le président dit, et ça, c'est les progressistes qui l'exigent depuis longtemps. Donc, on veut, mettre des termes. Donc, on fixerait une limite à l'exercice de la fonction de juge à la Cour suprême. Et de l'autre, on reverrait l'éthique, quitte à en faire quelque chose de beaucoup plus ferme, puis au moins à identifier les paramètres beaucoup plus clairement que ce qu'il y a présentement. Il faut savoir que Joe Biden dit ça, je répète, donc, lui le fait en se disant, je courtise les plus progressistes chez les démocrates. Eux demandent ça depuis longtemps. Et là, je me cherche des appuis. Il y a ça. Je pense qu'il y a un désir réel aussi d'intervenir. Mais Joe Biden sait très bien que pour faire passer ces nouvelles mesures-là, il a besoin, bien sûr, de passer par le Congrès. Ça doit être approuvé par le Congrès. Donc, il y a une majorité républicaine à la Chambre. Il y a une très, très courte majorité démocrate au Sénat. Et pour faire passer ce projet de réforme, il lui faudrait, chez les sénateurs américains, 60 votes sur 100. Donc, c'est plus que la courte majorité dont il bénéficie. Donc, est-ce qu'on va voir ça, nous, Alexandre, toi et moi, d'ici à l'élection? Écoute, ça prendrait un autre miracle chez certains démocrates et chez beaucoup de républicains pour qu'on voit ça. Donc, c'est assurément, c'est pas que je rejette, bien sûr, ce désir de réforme. C'est tout simplement que c'est aussi une stratégie politique avant l'élection de la part de Joe Biden. Ça change le sujet, ça fait diversion, ça peut me permettre d'aller chercher des progressistes ou des Américains carrément qui se disent « Mais ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on achète des juges? » On se pose la question, littéralement. Oui. Et toi et moi, on peut se la poser sans problème, mais on ne votera pas en novembre. Donc, c'est à la fois stratégique, mais à la fois une question de fond aussi qui mérite, je pense, qu'on s'y attarde, qu'on en discute beaucoup plus ouvertement que ce qu'on a fait dans les dernières années. Je peux même pas croire que ce soit une question. Sincèrement, là, je peux pas croire que ce soit une question dans un pays démocratique. Est-ce qu'on peut donner des cadeaux de centaines de milliers de dollars à des gens qui sont censés être impartiaux et qui règlent les questions les plus importantes et fondamentales d'une société? Bah, ça a l'air que oui. Ça a l'air ça passe. Hein. Si c'était écrit comme ça dans le texte original, Luc, il faudrait pas y toucher. Il faudrait surtout pas y toucher. Mon Dieu. Comme prof d'histoire, ça m'arrive souvent d'avoir ce réflexe-là. Je me dis, si les pères fondateurs revenaient, parfois ils ont vu juste. Il y a des choses pour lesquelles c'est quand même étonnant. Là, après 250 ans d'histoire, ils avaient visé dans le mille. Pour d'autres, je pense qu'ils n'imaginaient pas à quel point certaines personnes pourraient étirer l'élastique ou s'emparer des zones de flou qu'il y avait. Et je serais curieux de rediscuter. On peut pas faire l'exercice, bien entendu, mais je serais curieux. On peut consulter leurs écrits, mais je serais curieux de rediscuter avec eux, de dire vous endossez toujours ça, là, ce plan de match-là que vous aviez en 1787, 1789. Vous êtes toujours dedans, ça vous va? Je pense qu'eux, comme nous, verraient un besoin de réforme. Et on la défend, la Constitution, souvent, quand ça fait notre affaire. C'est pas un mauvais document. Dans les démocraties occidentales, c'est un document qui était même solide. Mais il a son âge. Et on n'a pas toujours considéré l'évolution du pays en fonction de la Constitution. Donc, parfois, on se retrouve avec j'appelle ça des anomalies, littéralement. Donc, c'est fascinant sur le fond, parfois inquiétant de voir qu'on n'adapte pas le document à la réalité du 21e siècle. Ah, tu vois, ça m'arrive souvent d'avoir une petite rêvasserie en me disant hey, quel personnage historique je pourrais ressusciter pour y jaser puis poser des questions. Je t'avoue que de dire hey, Monsieur Washington, maintenant les mousquets ils tirent 9, 10, 15 balles par seconde puis tout le monde en a 2 en moyenne chez eux. Je dis, c'est-tu normal ça? J'aimerais ça voir la tête qui ferait très sincèrement. Hey Luc, on s'en reparle. Merci beaucoup d'avoir été là.
Bonne journée, Alexandre. Bonne